Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de TC Média et de Télévision Haute-Gaspésie. Je suis votre animateur Dominique Fortier et à ma gauche, Monsieur Louis Laflamme, qui est mon stagiaire qui est présent avec nous pour tout le mois, histoire de travailler et de se faire la main un petit peu à l'avantage gaspésien. Donc bonjour Louis. Bonjour Dominique. Bienvenue en Gaspésie. Merci beaucoup. J'espère que jusqu'à maintenant, tu apprécies la région. Parle-nous un petit peu de ton expérience depuis que tu es ici. Oui, tout à fait. J'apprécie grandement la région. Étant un petit gars de la rive sud de Québec, mais qui a des racines ici, je trouvais ça super intéressant de revenir dans la région puis de me peaufiner mes connaissances aux côtés de l'actualité, la politique de la région. C'est fort intéressant pour moi. Puis jusqu'à maintenant, j'apprécie grandement l'expérience. Et j'espère que tu apprécies autant que moi, parce que moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler à tes côtés depuis déjà bientôt une semaine. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à notre professeure Cathy Tremblay. À 15 ans d'intervalle, elle nous a tous les deux enseigné. Alors, ça te rajeunit pas, Cathy, mais tu peux être fier de ton étudiant qui fait un boulot extraordinaire depuis son arrivée ici. Et justement, Louis, tu auras l'occasion de nous parler un petit peu plus en détail de quelques sujets que tu as approfondis cette semaine. Oui, en effet. Et je me tourne également à ma gauche où je vois en avant de moi Frédéric Deroy, notre analyste habituel. Alors bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique, bonjour Louis. Bonjour, bonjour. Et également Christine Normand du service d'accueil des nouveaux arrivants. Alors bonjour Christine. Bonjour, d'ailleurs, ça me fait penser, on a un mois pour te séduire, Louis. Si tu veux venir t'installer dans la région, on est à la recherche de jeunes dynamiques. Jusqu'à maintenant, c'est bien parti. Avec un petit peu de pêche, puis c'est gagné. Un tout petit peu. Alors, sur une note un petit peu plus sérieuse, on apprenait des très mauvaises nouvelles en fin de semaine dernière, alors que vendredi soir à 22h, on avait un communiqué de l'entreprise Orbit de Captcha qui nous annonçait qu'elle suspendait indéfiniment ses activités, faute de liquidité et également faute d'avoir du matériel hautement fonctionnel. On blâme un petit peu l'entreprise Outotech qui fournissait le calcinateur et on dit que l'équipement ne serait pas assez efficient au niveau de la chaleur et également au niveau de la production espérée d'alumine de haute pureté. Donc, en conséquence, l'entreprise a dû se placer sous la loi de la protection sur la faillite. Donc, ça lui donne 30 jours pour s'entendre avec ses créanciers, sans quoi les créanciers pourraient entamer des poursuites et exiger leur remboursement. On sait que les deux paliers du gouvernement sont des créanciers. Plusieurs entreprises de la région également sont des créanciers. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars que Orbit doit à ses différents créanciers. Et au moment où on se parle, encore des employés travaillent, mais on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas si les horaires seront remaniés pour peut-être du temps partagé. L'incertitude la plus totale plane actuellement. Ce que Orbit demande, c'est 8 mois supplémentaires et 8 millions de dollars afin de trouver une solution alternative à la pièce de calcinateur qui ne ferait pas l'ouvrage. Alors, ça me pousse à me tourner vers Christine Normand. Je sais que récemment, et même depuis déjà quelques temps, tu as eu à accueillir plusieurs nouveaux arrivants qui venaient expressément pour travailler chez Orbit. J'imagine que la situation doit être assez délicate. Effectivement, au-delà du fait que je trouve que la situation est déplorable pour la région, on n'a pas besoin de ça pour notre économie, qu'une entreprise de la sorte suspende ses activités et ferme si jamais ça se passe pas bien dans le prochain mois. Mais au-delà de ça, oui, c'est beaucoup de gens qui sont venus s'installer dans la région, des beaux travailleurs qualifiés qui ont des diplômes, que ce soit des techniciens en procédés chimiques, des ingénieurs en chimie, ils ont des postes clés dans l'entreprise. Ils viennent avec des conjoints, des enfants. Les enfants sont... il y en a quelques-uns qui sont même inscrits à l'école. Ils sont ici, ils sont en train de prendre tranquillement racine et pouf, on leur dit « OK, finalement, ça fonctionnera peut-être pas ». Les employés sont en général fiers de travailler pour cette entreprise-là. Ils me disent que le produit est exceptionnel. Je pense encore que cette entreprise-là se doit de fonctionner, puis c'est un bijou pour la région si ça peut finir par débloquer. Et moi, personnellement, je me permets de garder espoir. Faut qu'ils s'organisent dans le prochain mois. Il ne faudrait vraiment pas perdre cette entreprise-là pour toutes sortes de raisons. Moi, je vais y aller aussi dans l'optique à Christine. Je reste positif parce que c'est pas la première crise qu'Orbit traverse depuis un bout. Le produit, ils sont capables de le faire, mais d'une production artisanale. Donc, le problème, c'est d'en faire une grosse quantité. Il faut pas oublier que de l'alumine de haute pureté, on en fait dans le monde, mais d'une façon très polluante. Les bouts rouges, par la suite du procédé, on fait rien avec et c'est très polluant. Tandis qu'ici, à Captcha, on a développé
un procédé qui est très écologique pour le produit et on a la ressource proche. Donc, tout est là pour que ça fonctionne et là, ils sont un peu victimes d'un morceau d'équipement. Et comme c'est une entreprise qui a inventé un nouveau procédé, une nouvelle technologie, ben c'est difficile des fois d'avoir des morceaux, de tout brancher ça ensemble et être les premiers à le faire sans qu'il arrive d'anicroche. Donc, j'ose espérer qu'en 30 jours, on va réussir à trouver les fonds parce que ça serait dommage de perdre un produit qui va être utilisé mondialement et tous ceux qui ont un téléphone intelligent ou de la haute technologie, l'alumine de haute pureté est utilisé dans ces appareils-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être vendu à l'international et qu'on a un procédé écologique. Donc, ça serait vraiment une perte majeure pour plusieurs raisons qu'Orbit cesse ses activités à Captcha. Et Donc, je croise les doigts. On parle de conséquences catastrophiques autant pour les employés, pour l'économie de la région. On peut aussi penser à tous les gens qui ont investi de leur propre argent à acheter des actions. En ce moment, le titre a été suspendu au TSX. Donc, on n'a aucune idée où ça s'en va. Est-ce que des gens vont avoir perdu leurs investissements là-dedans? C'est beaucoup de questionnements. Donc, on va suivre ce dossier-là de près et avec grand intérêt surtout. Certainement. Par ailleurs, un dossier qui fait parler cette semaine, l'amiante à Gabriel Lecourtois. On se rappellera qu'en 2015, on avait tenu une conférence de presse conjointement la santé publique, commission scolaire et direction de l'école Gabriel Lecourtois pour rassurer les gens à l'effet que lorsqu'il y avait eu des travaux à l'intérieur de l'école et qu'il y avait eu des traces d'amiante, que ce n'était pas dommageable pour la santé puisque celle-ci avait été émise dans seulement une très petite quantité. Et alors, la direction de la santé publique nous expliquait que ça nous prenait une grande quantité d'amiante et sur un long laps de temps pour avoir des effets sur la santé. Un rapport de la CSST avait d'ailleurs appuyé un peu ces dires-là. Mais voilà que cette semaine, le syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec revient à la charge avec ce dossier-là et a entamé des poursuites judiciaires contre la commission scolaire. 4 chefs de négligence, si on peut résumer en gros ces les 4 chefs d'accusation. Donc, le procès a lieu actuellement au Palais de justice de Saint-Anne-des-Monts. 3 jours, des témoins qui viennent parler de leur expérience et on devrait avoir une réponse possiblement en fin de journée ou demain, à savoir si la plainte a été retenue. On parle des amendes possibles de 12 000 $ qui pourraient être imposées à la commission scolaire, mais par-dessus tout, ce que le syndicat de l'éducation de l'Est du Québec veut faire valoir, c'est on ne veut pas que ce scénario-là se répète dans l'avenir. Donc, on espère en quelque part donner une petite leçon à la commission scolaire, mais on verra qu'est-ce que le juge en décidera. Alors, des pensées là-dessus, Frédéric? Oui, ben je peux comprendre un peu le syndicat de vouloir protéger ses travailleurs, donc c'est dans leur fonction et tout. Et les élèves. Oui, les élèves surtout, mais surtout égal, c'est les êtres humains. Mais c'est sûr, ce qui me laisse un goût amer, ce serait une amende de 12 000 $ à la commission scolaire, comme si on avait 12 000 $ à donner dans les airs comme ça. Les écoles ont besoin d'argent, on manque de services, donc je trouverais ça un peu difficile à avaler quand la commission scolaire ait payé 12 000 $ comme amende qui ne servirait pas au service aux élèves ou au matériel, etc. Donc c'est là-dessus que je grince un peu des dents, mais c'est vrai que surtout quand on entend le mot amiante qui n'a pas bonne réputation, que tout soit fait d'une façon claire, nette et précise, transparente pour que la santé de tout le monde soit protégée. On verra ce que ça donne, mais je serais déçu de l'amende, mais bon, la loi étant ce qu'elle est. Alors, chers téléspectateurs, la semaine prochaine, on devrait avoir les résultats de la décision rendue. On se déplace maintenant dans un endroit que tu connais bien, Christine, dans l'est de la MRC, à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Grosse semaine à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. On apprenait en fin de semaine dernière que le ministère des Transports procéderait à l'enrochement d'une partie de la route 132. Alors, des travaux qui se feraient en plein cœur du village, en avant de l'église, de l'hôtel de ville, en plein où nous avons la majorité des commerces de Mont-Louis, dans le fond. Alors, ce sera un enrochement temporaire pour des mesures d'urgence afin d'éviter tous les dommages causés à la route par les grandes marées, par les tempêtes, l'érosion des berges. Alors, on dit que c'est une solution temporaire. Par contre, ça ne fait pas l'unanimité chez les citoyens, comme on a pu assister au dernier conseil de ville lundi soir, où plusieurs citoyens étaient présents. La salle était remplie. On a fait valoir nos doléances au maire de la municipalité, Serge Chrétien, en l'écorchant un peu au passage,
en lui disant qu'il devrait défendre davantage les intérêts de la population. Ce à quoi, au départ, Serge Chrétien disait qu'il ne voulait pas nécessairement un climat de confrontation avec les hauts fonctionnaires et les ministères, et disait qu'il fallait ce qu'il fallait pour la sécurité. Mais au coup de théâtre, quelques jours plus tard, deux conseillers municipaux démissionnaient. On commençait tout d'abord avec Marc Boucher, qui était le premier à démissionner. On le voit ici à l'écran. Alors, M. Boucher évoquait justement le manque de transparence, le manque de diffusion d'informations entre le maire et les conseillers et les citoyens. Donc, il évoquait ces raisons-là pour quitter. Et quelques jours plus tard, on apprenait le départ de Mario Lévesque, un autre conseiller municipal, une grosse pointure, et il était présent depuis 8 ans. C'est d'ailleurs lui qui avait pris la relève de Paul-Hébert Bernatchez lorsqu'il avait dû quitter pour des raisons de santé. Donc, suite à ces nouvelles-là, Serge Chrétien décide de faire une sortie publique et d'exiger du MTQ la suspension temporaire des travaux. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'écho à savoir si le MTQ obtempérera. Mais bref, un petit état de crise qui se passe à Mont-Louis. Je me tournerai vers toi, Christine, sans te demander de commenter là-dessus. Simplement avoir un petit pouls de la population. Est-ce qu'on sent beaucoup de mécontentement autour du projet d'enrochement en tant que tel? En fait, je pense que le mécontentement est surtout dû au manque de transparence. Et je ne vise pas personne en particulier, ni la municipalité, ni le ministère. Je veux pas, j'adresse pas ça à personne personnellement, là. Mais je me dis, le rôle d'un conseil municipal, c'est de servir de porte-parole du citoyen. Et je trouve qu'en général, pas juste pour Saint-Maximin-du-Mont-Loup, mais en général, le citoyen est pas assez consulté, je trouve. Je me dis, peut-être que ça aurait pu se passer en douceur, ces travaux-là, mais de ce qu'on comprend, ces conseillers-là ont appris les travaux en même temps que les citoyens. On a commencé à avoir des pelles à Mont-Louis. Personne n'avait entendu parler de ce qui allait se passer là. C'était une surprise pour tout le monde. C'était rude comme approche. Probablement que si ça avait été mis en contexte, expliqué d'avance, si les gens avaient pu donner leur opinion, je pense que ça leur aurait mieux passé. Là, en ce moment, on assiste à une situation assez cocasse de gens qui font comme « je peux pas croire vous laisser faire ça ». Là, le maire demande à arrêter les travaux. Et là, il y a une autre gang de gens qui disent « mais là, vous pensez donc bien pas à la sécurité ». Fait que là, on a les deux camps qui s'affrontent, mais qu'on n'aurait pas entendu le premier camp si les travaux n'avaient pas été arrêtés. Donc là, ça crée des situations, en tout cas sur les médias sociaux en ce moment, ça se bat par rapport à ça, alors qu'on manque tellement d'informations, on se bat avec aucune information. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Et combien ça coûte d'amener des roches là pour 2 ans? Mettre plus de sable? Les solutions, on peut-tu? Le ministère a probablement pensé à des scénarios. Est-ce qu'on peut les voir, ces scénarios-là? Est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'il y aurait aussi, il y a le quai en ce moment aussi qu'on est supposé enrocher. Qui est un facteur. Ce qu'on dit au ministère des Transports, c'est on attend de voir les travaux qui seront faits au quai pour évaluer si les vagues auront un effet supplémentaire sur le littoral de la route 132. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont mis en compte et je renchérirais sur ce que tu disais par rapport à l'information. Gaétan Lelièvre me parlait cette semaine que lorsqu'il y avait eu un enrochement similaire entre Marsouilles et Rivière-à-Claude, les gens l'avaient appris parce qu'il y avait déjà de l'équipement sur place en train de faire les travaux. Donc, c'est un peu ce à quoi on a assisté à Mont-Louis. Donc, comme tu dis, de l'information qui arrive beaucoup trop tard et les gens se sont un peu pris en otage. C'est un peu ce qu'on a assisté avec toutes les conséquences qui en ont suivi par la suite. Donc, ça sera effectivement un dossier assez particulier à suivre qui est loin d'être terminé. Quelques mots là-dessus, mon cher Frédéric? Oui, si on recule de quelques mois, là, je parle un peu du côté politique, là. Le comité de développement voulait un enrochement en L au quai pour prévoir la construction d'un port de petits bateaux. Et là-dessus, M. le maire avait un peu été tout de suite du côté du ministère en disant non, on enroche droit et on passerait un autre appel. Donc déjà, on commençait à sentir qu'il y avait peut-être en tout cas un problème de communication au niveau du développement à Mont-Louis entre le comité et M. le maire. Et là, on apprend l'enrochement arrive comme ça et là, c'est un peu... on sent là, qu'il y a quelque chose qu'il va falloir qu'il change à Mont-Louis parce que Mont-Louis, en même temps, c'est un peu la capitale de l'Est de la MRC. Là. C'est important, Mont-Louis, et d'un point de vue aussi des paysages puis touristiques, on sent un manque de considération ou un manque de vision à Québec. Et si on revient à l'enrochement proche de Marsouilles, c'est ça,
on garoche ça là, on consulte personne, c'est comme si c'est juste en Gaspésie. Donc c'est un peu insultant pour les Gaspésiens de voir qu'on est aussi peu considéré. Donc là-dessus, je pense qu'il va y avoir des devoirs à faire, mais aussi les élus doivent prendre conscience, comme Christine disait tantôt, qu'ils représentent la population, que c'est les porte-paroles et que c'est important que les citoyens peuvent dire leur point de vue, mais que l'information qui arrive de Québec aussi soit redirigée vers les citoyens. Le rôle des élus est très important. Et des fois, je pense que étant élu, on peut oublier ça des fois. Peut-être qu'en étant pris dans la gestion du quotidien, on oublie un peu son rôle principal qui est de représenter les citoyens. Et là, je pense que ça peut servir aussi de leçon pour tous les autres élus, de dire, ouais, ok, attends un peu, mes citoyens doivent savoir ce qui se passe et je dois savoir ce que mes citoyens veulent. C'est ça le rôle de l'élu. Donc là-dessus, là, je pense qu'il y a des leçons à tirer pour tout le monde. Alors, rapidement, on passerait à travers quelques autres nouvelles en rafale. Toujours dans le secteur de Mont-Louis, on se rappellera, il y a quelques semaines, le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, avait soulevé l'idée que le Centre sur les changements climatiques pourrait être installé quelque part en Haute-Gaspésie. Alors, les gens de Mont-Louis ont levé la main. On a dit, on a lancé une pisciculture à l'Anse-Pleureuse, pourquoi pas l'installer là? Alors, ils ont l'appui de Alan Cormier. Reste à savoir maintenant si l'idée sera prise au bon par le fédéral. Jusqu'à maintenant, la ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie, de la Madeleine, Diane Leboutier, n'a pas voulu commenter le dossier. Par la suite, les députés Gaétan Lelièvre et Celle Vinroy dénoncent la façon dont les caches de chasseurs ont été détruites. On parle ici de camps de chasse de fortune, comme on voit ici à l'écran, qui ont été brûlés. Parfois avec un préavis, des fois sans préavis, mais bref, ce qu'on dénonce, c'est qu'on fait ça sans respect pour les normes environnementales et sans respect pour les personnes qui occupaient ces caches-là. On parle de plusieurs objets personnels qui ont été brûlés. Alors, on s'entend qu'il s'agit de caches illégales, mais les députés dénoncent tout de même la façon dont ça a été fait de façon sauvage par le ministère. Je me tourne maintenant vers mon collègue Louis Laflamme. Tu as eu l'occasion d'être présent au conseil de ville de Cap-Chat en début de semaine. On a passé une nouvelle réglementation. Si tu nous parlais un petit peu de quoi il s'agit. Oui, exactement. Dans une courte séance du conseil de ville lundi dernier, le maire de Cap-Chat, Jules Landry, a adopté une nouvelle résolution. C'est le règlement numéro 270 qui est maintenant en vigueur dans la ville de Cap-Chat. Un règlement qui stipule que tout usager des routes municipales qui occasionne des bris à ces routes ou à ces biens publics devra les réparer. Les factures seront émises à ces hauts contrevenants. Le règlement s'applique surtout aux entrepreneurs forestiers et aux propriétaires de l'eau à bois. Puis ce règlement-là fait suite à une demande citoyenne qui a été faite par Michel Marin. Michel Marin, qui se trouve être le directeur général du groupement forestier Chic-Choc, qui est un entrepreneur forestier qui a des activités à Cap-Chat, justement. Bien que le maire Jules Landry a été clair là-dessus, il ne vise aucun entrepreneur en particulier. Cette règle vient mettre tous les entrepreneurs forestiers sur le même pied d'égalité. Et on recommence à zéro ici. Les dommages qui auraient été faits jusqu'à maintenant, ils ont été assumés jusqu'à présent par la ville de Cap-Chat. Exactement. Puis c'est des questionnements quant à ça que Michel Marin soulevait dans une lettre qu'il a rendue publique au conseil de ville de Cap-Chat. D'accord. Merci, Louis. Et un autre sujet que tu as abordé, deux amis qui sont venus faire le tour de la Gaspésie et je pense qu'ils se promènent aussi un peu partout à travers le Canada pour nous faire savourer les plaisirs de la pêche. Oui, à travers le Canada, à travers le monde entier, après avoir passé par la Suède, la Colombie-Britannique, le Grand Nord québécois, le Chili, la Patagonie, eh bien c'est en Gaspésie que les gars de Hooké, un collectif de pêcheurs à la mouche, ont tourné 2 épisodes de leur deuxième saison, une deuxième saison qui en compte 13. Il y en a donc 2 consacrés à la région gaspésienne. Ils ont tourné des images hallucinantes de la rivière Grande Cascapédia. Ils ont aussi fait une session de pêche au bar rayé dans la baie des Chaleurs. Les gars ont grandement apprécié leur expérience. Je me suis entretenu avec eux hier. Puis c'est très important pour eux de revenir dans leur région souche. Il faut dire que Hooké est né il y a 5 ans dans les rivières de la Gaspésie. Donc c'était tout à fait normal pour eux de revenir ici en Gaspésie. Je te demanderai en terminant, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement de Hooké dans leur approche? Parce qu'on en a vu plusieurs web-séries qui ont été tournées en Gaspésie. Qu'est-ce que celle-ci a de particulier? Bien, Hooké se démarque des autres émissions de pêche traditionnelles. Hooké englobe beaucoup le côté culturel, musical, la promotion du plein air, de la faune. Ils mettent en valeur des gens, des artisans du domaine de la pêche, et ça partout dans le monde. C'est aussi une qualité
une production visuelle qui est complètement hallucinante. Ils prennent des images insaisissables de tous les endroits dans le monde où ils vont. Puis justement, la renommée de Hooké, c'est pas juste au Québec, ça traverse les frontières maintenant. Donc, c'est un projet qui a été commencé par Fred Campbell, un gars de Québec, il y a 5 ans et qui est en pleine expansion encore aujourd'hui. Et où on peut l'écouter? On peut l'écouter sur les ondes d'UniTV. La deuxième saison a été lancée cette semaine, mardi. Les épisodes sont en ligne aussi sur le site de Hooké et on peut les écouter le mardi soir à 19h toutes les semaines. D'accord. Et Frédéric, tu voulais rajouter? Dès le début, moi, j'ai cliqué j'aime sur leur page parce que... Tu as été hooké par le série? Oui, c'est ça. Parce que ils ont été dans les premiers, en tout cas, on recule quand même là, de 5 ans, comme tu disais, en utilisant, en bon latin, le slow motion, donc des belles images au ralenti, donc de voir la ligne à mouche très, très fluide et tout en douceur. Et aussi le drone, ça a été dans les premiers, dans ce qui se fait maintenant, on est habitué, mais utilisation du drone, du slow motion, images en haute définition. Donc toujours un produit très léché. Donc pour le photographe que je suis, Hooké m'a séduit en partant parce qu'il y a une qualité de production exceptionnelle. Puis si je peux me permettre aussi de rajouter, Hooké se vante aussi d'avoir créé une communauté. Hooké réussit très bien à aller rejoindre un public plus jeune. Justement, Fred Campbell me disait hier que le marketing autour de la pêche n'était pas fait justement pour les jeunes. Et grâce à eux, grâce à leur nouvelle approche, ça vient rejoindre un tout autre public. Donc, c'est tout à leur avantage. Alors, une autre raison, Christine, pour attirer des nouveaux arrivants, la pêche pour les jeunes. Attirer des pêcheurs. Alors, sur ça, on prend une courte pause et on vous revient immédiatement après. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Donc, on est de retour en compagnie de Christine Normand, qui est coordonnatrice du comité d'accueil des nouveaux arrivants de la Haute-Gaspésie. Votre comité a organisé, il y a près d'une semaine, un souper de la diversité culturelle. Tout d'abord, Christine, d'où vient ce comité? C'est quoi la raison d'être de ce comité-là? En fait, je travaille pour le service d'accueil des nouveaux arrivants qui est basé au CLD de la Haute-Gaspésie. La raison première de cet organisme-là est de dynamiser le territoire, attirer des nouvelles personnes, s'assurer que les gens restent et combler un manque de main-d'œuvre spécialisée, qui sont souvent pas des emplois qui sont pas comblés ici et qu'il faut aller chercher la main-d'œuvre spécialisée ailleurs. Donc, c'est s'assurer que ces gens-là viennent s'installer ici et demeurent. Parallèlement à ça, un de mes mandats au service d'accueil des nouveaux arrivants est de sensibiliser la population à la diversité culturelle. Donc, préparer la Gaspésie aussi à ce qu'éventuellement, il y ait probablement plus de personnes immigrantes parce qu'on a besoin, non? Comme on voit les chiffres démographiques, les statistiques reliées à la démographie ont sorti récemment. On est en baisse démographique, il faut faire quelque chose, il faut attirer du monde. Puis, faut aussi, c'est certain aussi que, en fait, la démographie du Québec aussi est en baisse et puis on attire de plus en plus des nouveaux arrivants immigrants. Donc, et il y en a un peu, de plus en plus en Haute-Gaspésie, de plus en plus en Gaspésie, mais il y a encore la préparation à faire aussi au milieu qui n'est pas habitué de voir ces gens-là venir d'ailleurs. Puis le souper de la diversité culturelle, c'était une initiative... En fait, on est 5 services d'accueil des nouveaux arrivants dans chacune des MRC de la Gaspésie. Et avec mes homologues des autres MRC, on a fondé il y a 5 ans les Journées de la diversité culturelle. Donc, c'était des journées qui avaient pour but justement de faire valoir la belle diversité culturelle qu'il y a sur le territoire.
Et dans le cadre de ces activités-là, on a choisi de faire une activité qui était le samedi soir pendant les journées, et c'était le souper de la diversité culturelle. Donc ce souper-là, depuis 5 ans, a lieu en simultané dans les 5 MRC de la Gaspésie. Donc on demande, lors de cet événement-là, à des gens, des Gaspésiens issus de l'immigration, parce que c'est pas juste des nouveaux arrivants. Parfois, il y en a... je pense au docteur Rémi qui est ici depuis une trentaine d'années, qui vient d'Haïti, mais qui est toujours bien content de participer aussi à ce genre d'activité-là, ou des gens qui sont ici depuis longtemps, mais qui sont issus de l'immigration. Donc, il y a encore une partie de leurs racines qui se sentent interpellés quand on parle de leur pays. Donc, ils choisissent... Comme on sait, la nourriture, c'est quelque chose de rassembleur. C'est quelque chose aussi qui attire beaucoup les gens, et c'est ce qu'on connaît le plus des autres cultures, parce qu'on s'en rend pas compte, mais oui, notre cuisine est aussi inspirée des autres cultures. Et puis, on demande pendant cet événement-là à des personnes gaspésiennes issues de l'immigration de cuisiner un plat typique de leur pays d'origine, ce qui fait un beau gros buffet de saveurs exotiques. Donc, il y avait cette année environ 25 cuisiniers. À travers ça, on a aussi des commandites de restaurants qui embarquent là, dans le projet puis qui décident de commanditer un plat soit originaire du Québec, parce que c'est important aussi que dans le buffet, il y a des plats du Québec et même des fois gaspésiens, pour que ces gens-là qui viennent d'ailleurs goûtent aussi notre culture culinaire. Puis il y avait, mon Dieu, il y avait une vingtaine là, de pays représentés dans le buffet. Il y avait 240 personnes à l'événement, et on a dû refuser des gens parce que c'était la folie, là. L'événement fait parler de lui. Fait que les gens l'attendent maintenant, tu sais, après la 5e édition. C'est justement une 5e édition qui a été marquée par le succès. Vous l'avez dit, vous avez dû refuser des gens. Est-ce qu'on peut s'attendre à revoir un tel événement l'année prochaine? Ben oui, c'est sûr que ça donne le goût, puis c'est sûr qu'en sortant d'un événement comme ça, on est épuisé, puis les gens, normalement dans les gens cuisinés pour 200 personnes, là, les gens qui cuisinent à la maison, des chefs d'un soir, ne sont pas nécessairement cuisinés, puis ils cuisinent des grandes quantités de nourriture. Ben il y a comme une... Moi l'événement commence, puis je me dis, OK, c'est la dernière année. Voilà. C'est ton dernier bye-bye comme Dominique. Je me sens comme dodo, là. C'est la dernière, mais après ça, il y a une vibe, après ça, de gens qui en parlent. Les 240 personnes qui étaient là, en fait, deviennent comme des agents, des courroies de... Après ça, ils propagent, ils sensibilisent eux-mêmes en parlant de l'événement. Donc, c'est riche, les échanges, c'est payant pour moi aussi, pour ce qui est de la sensibilisation à la diversité culturelle. Chaque personne qui est venue devient aussi... Et je me fais un mandat un peu de ces gens-là qui sont déjà intéressés à la diversité culturelle. Ils viennent au souper parce qu'ils sont intéressés. Bien, après ça, ils deviennent peut-être même des agents de changement. S'ils entendent après ça des commentaires... plus ou moins agréables par rapport à l'immigration, ben ils sont capables de dire « Hey, non, moi, j'étais allé à un événement, j'ai rencontré des gens qui viennent de telle place, c'est vraiment des bonnes personnes, ils travaillent à des endroits spécifiques, tu sais, on a besoin d'eux, ils ont des enfants, les enfants vont à l'école, ça permet de garder nos écoles ouvertes aussi. » Et j'imagine que ça doit être difficile aussi de mettre cet événement-là en veilleuse, parce que c'est en quelque part devenu l'événement fort des journées de la diversité culturelle. On se verrait pas faire des journées sans le traditionnel souper qui fonctionne dans toutes les MRC. Non, j'essaie d'autres activités, des conférences, des ateliers, des affaires, mais c'est sûr que c'est jamais un taux de participation comme le souper de la diversité culturelle. Alors, Christine Normand, merci infiniment pour votre implication. Merci pour ce souper-là qui permet à nos papilles et aussi à nos valeurs de pouvoir échanger avec les autres. Alors, c'est une très belle initiative et merci de votre présence à l'émission aujourd'hui, comme à l'habitude. Pour l'invitation. Alors, sur ce, mon cher Frédéric, c'est déjà pratiquement la fin. On prend quelques instants pour vous rappeler que une grande tournée diocésaine sur l'avenir des communautés chrétiennes en Gaspésie se tiendra en avril, dont un passage est prévu le 25 avril, de 17h à 20h30 au centre récréatif de Marsoui. Alors, les participants sont invités à amener un lunch pour partager un souper fraternel. L'inscription préalable est souhaitée, mais non obligatoire. On peut contacter les organisateurs de l'événement au 88 368 2274. Alors, pour les gens qui s'intéressent à l'avenir des communautés chrétiennes en Gaspésie. Et en terminant, le club des 50 ans et plus de Saint-Anne-des-Monts, et oui, Frédéric, tiendra une soirée de whist militaire. Ah, je l'attendais. Le 28 avril à 19h au local du club. Sur ce, Dominique Fortier au nom de Louis Laflamme, Frédéric Deroy et Christine Normand. Merci et à la semaine prochaine.